Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine. L'essentiel de l'actualité vendéenne du lundi 11 au vendredi 15 mars, c'est maintenant. Cette semaine a commencé avec la présentation d'un dispositif innovant. L'agglomération des Sables-d'Olonne va chauffer 17 bâtiments publics et privés avec de l'eau de mer. C'est ce qui s'appelle la thalassothermie. Les travaux vont commencer dès la fin de ce mois de mars pour s'étendre jusqu'en 2027. Une méthode plus économique mais aussi plus écologique puisqu'elle va permettre de réduire de près de 60% les émissions de gaz à effet de serre. Depuis près de 20 ans, sans que les Sablais le sachent parfois, nous avons un système sous la plage qui s'appelle Écoplage et qui permet au gré des marées de recharger la plage en sable avec une circulation d'eau qui traverse le sable, laisse en dépôt le sable et repart à la mer. Et notre idée a été de récupérer ce circuit d'eau de mer pour essayer de le détourner et d'en faire un système Enerplage, c'est-à-dire un système où on va récupérer la chaleur de l'eau qui est assez constante dans la journée, de manière, grâce à des échangeurs thermiques puis à des pompes à chaleur, d'en faire un réseau d'eau chaude qui va être monté à 80 degrés. Et avec cette eau chaude, on va faire comme dans la maison, un circuit d'eau chaude qui va permettre d'alimenter et par d'autres échanges thermiques, de chauffer des bâtiments publics et des bâtiments privés sur la ville en faisant un premier réseau de chauffage urbain. La question du logement est un sujet majeur en Vendée. Cette semaine, un colloque était organisé au Bourg-sous-la-Roche par l'un des acteurs du logement sur notre territoire, l'EPF, l'établissement public foncier de la Vendée. L'idée, réunir les élus, les services des collectivités ou encore les bailleurs sociaux pour évoquer les enjeux autour de ce qu'on appelle le recyclage urbain. Explication avec Alexandre Lenaour. C'est un sujet qui gagne de plus en plus de terrain. Mais alors, qu'est-ce que le recyclage urbain ? Globalement, il s'agit d'une transformation et d'un réaménagement des espaces au cœur des centres-villes et des centres-bourgs. Objectif, optimiser l'espace pour mieux y intégrer de nouveaux logements et des commerces de proximité comme des boulangeries ou des épiceries. Comment rendre tout cela possible ? Eh bien, concrètement, par la démolition, la rénovation de vieux bâtiments ou encore la dépollution des sols. Plusieurs étapes coordonnées en amont par un acteur central, l'EPF, l'établissement public foncier de la Vendée. Nous, on travaille vraiment en amont, c'est-à-dire qu'on travaille sur le foncier, comme notre nom l'indique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des terrains, faire des études urbaines pour voir à peu près combien de logements on peut mettre sur ces terrains, essayer d'en mettre le maximum, tout en veillant à ce que ce soit de bonne qualité. On va faire la démolition, la dépollution, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est pas nous qui allons construire. Il y a des opérateurs en Vendée qui sont là pour ça, qui vont venir construire ces logements sociaux et les exploiter dans la durée. Et puis, on a également des promoteurs immobiliers qui vont venir, eux, construire ces logements. Depuis sa création en 2007, l'EPF de la Vendée a ainsi déjà collaboré avec près de 2/3 des communes du département, communes parmi lesquelles figurent les Achards, administrées par son maire Michel Vallat. Ayant un gros projet sur le quartier Chapelle, ce qu'on appelle l'îlot Chariot, on traitait avec une dizaine de propriétaires différents. Et travail qui a commencé grosso modo en 2017 et qui est en train de s'achever. Il y a de la discussion à avoir, il y a des compromis à faire. Et quand on sait aujourd'hui la difficulté qu'on a, l'EPF est véritablement là pour nous aider. Dans la commune des Achards, une dizaine de logements ont ainsi été créés, 10 logements qui s'intègrent aux 500 construits chaque année en Vendée sur les fonciers cédés par l'EPF. Pour élargir encore davantage le spectre, 500 logements, cela représente 10% des besoins annuels en Vendée. Car oui, chaque année, il faudrait entre 5 et 6 000 logements dans le département pour subvenir à la demande. L'autre enjeu du recyclage urbain, on l'a dit, c'est aussi le redéploiement des commerces de proximité, une dynamique impulsée notamment par l'évolution des modes de consommation. Parler du recyclage urbain, c'est aussi et enfin évoquer le changement climatique, comment s'y adapter et lutter contre. Certaines études évoquées lors de ce colloque ont ainsi rappelé que les températures pourraient augmenter jusqu'à 5 degrés d'ici 100 ans en France. Les températures redeviennent douces et chez les frelons asiatiques, les fondatrices sortent d'hibernation avant de faire leur nid. C'est donc le moment d'agir pour lutter contre leur prolifération. Le frelon asiatique est considéré comme le principal prédateur des abeilles. Un seul nid suffit à en tuer 110 000 chaque année. Vendée Grand Littoral a donc lancé une opération de distribution de pièges chez les particuliers et dans certaines communes. Ce qu'on souhaite, c'est surtout associer au curatif, ce qu'on faisait, la destruction des nids, c'est de la prévention et d'accentuer avec 2 types de pièges. Un piège distribué, 1000 pièges qui vont être distribués au grand public et des 10 pièges distribués à 5 communes pour essayer de voir l'impact que ça a sur la destruction des fondatrices qui vont y voir l'impact sur le nombre de nids qu'on va détruire sur ces communes-là. On a
prévu un nombre de pièges par commune en fonction de la population et les habitants pourront aller dans les communes retirer leurs pièges dans les mairies. On va retrouver ces pièges dans les 20 communes de la communauté de communes pour tous les habitants qui souhaitent participer à cette lutte. Ça sera du volontariat. Tout le monde ne va pas forcément. S'il manque des pièges, nos 1000 pièges ne suffisent pas, on en recommandera d'autres ou des fois les fabriquer par nous-mêmes. Et derrière, cette distribution, c'est qu'il y a un suivi aussi d'apporter, savoir combien de frelons qui ont été piégés. Depuis ce vendredi, l'exposition de l'association Artistes pour les Sports a pris place à Mouilleron-le-Captif. Jusqu'au 24 mars, les œuvres de 24 artistes sont à découvrir et à acquérir. Les fonds sont chaque année reversés en partie à une association. Et cette année, ce sont les chiens guides d'aveugles de l'Ouest qui ont été choisis. L'occasion de rencontrer l'une de ses bénéficiaires, Nathalie Joncourt. Âgée de 37 ans, cette jeune femme a presque totalement perdu la vie lorsqu'elle était étudiante. Son quotidien a changé il y a 2 ans avec l'arrivée de Pop, un labrador remis par l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Reportage d'Alix Lanos. Et à droite. Comme chaque matin, Nathalie arrive au travail accompagnée de Pop, son labrador de 4 ans, remis par l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Nathalie a 20 ans et est étudiante en histoire de l'art quand elle perd presque totalement la vue. Aujourd'hui, à 37 ans, elle est responsable de l'atelier Henri Simon, un lieu de rencontre et d'échange autour de l'art. Elle y passe donc ses journées avec Pop, qui a beaucoup changé son quotidien. Ça a été comme un coup de foudre, quoi. Ça a été vraiment assez immédiat. Quand je dois aller à la mairie et que j'ai un rendez-vous et que je suis pas très en avance, on peut courir, quoi. J'ai pas peur de courir avec lui parce que je sais que je vais pas me prendre un poteau ou je lui fais complètement confiance. Je fais une confiance aveugle. Grâce à Pop, Nathalie a rangé sa canne. Une étape pas forcément si évidente. Il faut accepter que là, si on passe au chien, on ne pourra plus le ranger dans notre sac, quoi. Parce que la canne, à un moment donné, on peut la mettre dans le sac, prendre le bras de quelqu'un, enfin, on passe un peu inaperçu. Le chien, non, c'est terminé, on est très visible. Et donc, il faut être à l'aise avec ça. Cela fait 18 mois que Nathalie et Pop sont devenus inséparables. Mais avant la remise officielle d'un chien guide, il y a plusieurs mois, voire années de travail et de formation de l'animal. Des formations également avec son futur maître et des entretiens psychologiques pour s'assurer que le couple va fonctionner. Les éducateurs regardent aussi comment nous on se comporte avec le chien. Si on connaît un petit peu le monde canin, si on est prêt aussi à assumer les contraintes d'avoir un chien, de le sortir plusieurs fois par jour, de le brosser, de penser à tout ce que ça implique d'avoir un chien. Alors plusieurs fois par jour, c'est pause obligatoire. Détente. Allez, si Pop a changé la vie de Nathalie, il fédère aussi autour de lui ses collègues et ses amis. Ça rajoute des moments un peu cocasses, des moments de joie qu'on n'a pas avec une canne. De toute façon, tout le monde devrait avoir un chien dans un bureau. Allez, tu vas à droite, on va à la boulangerie, Doudou. Depuis la création de l'association des chiens guides de l'Ouest, il y a presque 50 ans, 850 animaux ont été remis à des personnes déficientes visuelles. Eh bien. Les maisons sport-santé se développent dans le département. Dernière ouverture en date, celle de Montaigu-Vendée en début d'année. Ces maisons favorisent la reprise de l'activité physique pour des personnes qui s'en étaient éloignées pour des raisons de santé ou simplement par manque d'envie. Après un bilan réalisé par un professionnel, les bénéficiaires peuvent profiter d'une séance hebdomadaire de sport adapté. Exemple à La Roche-sur-Yon, reportage de Colline Davy. Échauffement des épaules, talons-fesses. La séance peut commencer. Philippe est arrivé dans ce groupe en juillet 2023 sur conseil de son médecin. C'est grâce à ces séances adaptées qu'il a repris goût au sport. C'est l'ambiance, le sport, enfin c'est plein de petites choses et on peut discuter. Et on n'est pas là pour juger et c'est super important, quoi. On a des bons conseils, les étirements sont faits, donc on sait qu'on peut atteindre nos limites. Et ça c'est important, je sais que maintenant je peux faire des choses que j'aurais pas pu faire avant ou j'avais peur de faire. Avec des groupes de 4 personnes maximum, chacun peut pratiquer une activité physique en fonction de ses capacités. Le rythme, déjà, on va faire plus de pauses. Il y a le matériel, là, le badminton, comme je disais, on va le faire avec un ballon de baudruche. Puis voilà, c'est comme ça qu'on adapte. C'est vraiment en fonction aussi du ressenti des personnes et puis en fonction de ce qu'ils peuvent faire. Là, sur une séance où les personnes sont valides, on va pouvoir faire debout. On peut très bien adapter la taille du filet aussi pour pouvoir faire du badminton assis. Pour que tout le monde puisse bénéficier de ce service, le département compte désormais 8 maisons sport-santé qui quadrillent le territoire.
L'idée, c'est d'aller dans tous les territoires, dans toutes les EPCI, pour que les gens aient le moins de distance possible à faire pour aller à cette maison sport santé. Les gens en avaient besoin, mais il faut aussi savoir que la période Covid a accéléré ce phénomène-là et que de plus en plus de gens, désormais, s'orientent vers une activité physique et sportive dans le cadre du sport santé bien-être. Et les médecins ont pris conscience de ça aussi et de plus en plus préconisent à des patients la pratique d'une activité physique. Et si certains, à l'image de Philippe, ont pris l'habitude de venir ici, le but final est surtout de continuer à l'extérieur. Du Longe-Côte au basket, la Vendée compte de nombreuses structures qui proposent du sport adapté. On essaye de leur trouver un chemin qui leur permet d'arriver dans des activités à plus long cours et vraiment de pérenniser leurs activités dans le temps pour que ça devienne vraiment un mode de vie, une hygiène de vie. Bouger, c'est un peu le maître mot. Si c'est du sport et que la personne elle prend beaucoup de plaisir à le faire, tant mieux. Mais par contre, si c'est d'autres manières de bouger, ce sera toujours aussi bon pour sa santé. Et c'est ça qui est aussi important. L'OMS recommande au moins 150 minutes d'activité physique par semaine pour être bien dans ses baskets. Depuis un demi-siècle, la réserve naturelle nationale Michel Brosselin du marais communal de Saint-Denis-du-Perret est régulièrement ouverte au public. Elle est gérée par la Ligue pour la protection des oiseaux et l'Office français de la biodiversité. Pendant les vacances de février, les plus jeunes ont pris place dans l'observatoire pour voir évoluer plus de 140 espèces d'oiseaux. Cyril Guillet les a accompagnés. Voilà, en ce moment, on voit arriver petit à petit les premiers limicoles nicheurs, avec la barjaque noire, le chevalier gambette, un petit limicole aux pattes rouges, très bavard, qui se reproduit aussi sur le site. Riche de plus de 1200 espèces d'animaux en comptant les insectes, cette réserve naturelle accueille chaque année entre 3000 et 3500 visiteurs. Elle est composée d'une microtopographie très, très particulière, donc avec des baisses, les creux, et des bosses, ce qu'on appelle les belles dans le marais. Et voilà, ces baisses se remplissent d'eau l'hiver et créent des habitats très particuliers qui sont très attractifs et très intéressants pour l'ensemble de la flore et de la faune du site. Un véritable havre de paix pour les oiseaux de passage, à l'image de cet oie cendré qui niche à quelques pas de l'observatoire. Alors là, c'est la pleine période de changement entre deux saisons. Donc on a encore les canards hivernaux qui sont là, donc sarcelles d'hiver, canards siffleurs, pilets, etc. Les grues sont quasiment toutes parties, donc il faudra revenir à la fin de cette année pour revoir les 1100 grues qu'on accueille tous les ans en hiver. Et on commence à avoir des limicoles, là en ce moment on a des barjaques noires qui arrivent, on a également des spatules blanches, donc c'est une période très sympa parce qu'on commence à avoir pas mal de diversité. Et après quelques minutes d'observation, le bilan est déjà très positif. Pour le moment, j'ai vu par exemple pas mal de canards comme des canards souchés ou des canards siffleurs. Après là, par exemple, juste avant, je regardais quelques courlis cendrés avec leur bec vraiment très long et un peu courbé. Ensuite, j'ai vu aussi des rapaces. En ce qui concerne les plus jeunes, Katia est là pour les renseigner et un petit fascicule est mis à disposition pour une meilleure compréhension. On a créé un petit livret pour les enfants par à la découverte de la réserve naturelle et par un système de questions et de jeux. Ils doivent découvrir pourquoi les oiseaux viennent à la réserve naturelle. Ces visites guidées offrent 2 heures d'immersion au plus près de la faune et de la flore locale. Et parallèlement, des animations thématiques sont aussi proposées. Un mot de culture pour terminer. Le 12e festival du film de Fontenay-le-Comte commence dès ce dimanche au cinéma Le Renaissance. Une semaine où le 7e art est mis à l'honneur avec cette année le thème « À table ». Au programme, la passion de Dodin Bouffant en ouverture, un hommage à Claude Chabrol avec la diffusion de 2 de ses films dont Le Boucher, un hommage également à Louis de Funès avec la projection de L'aile ou la cuisse. Des films anciens aux plus récents, il y en aura pour tous les goûts. Et en plus des films, ce festival est l'occasion d'assister à de belles rencontres. Il n'y a pas seulement des films, il y a aussi des rencontres. Il y a beaucoup d'invités qui viennent cette année. Soit c'est des réalisateurs, il y a la fille de Claude Chabrol notamment qui fait des documentaires, des journalistes spécialisés, il y a Laurent Delmas qui est de France Inter qui vient, qui a beaucoup officié sur France Inter, et des acteurs, il y a Dominique Pinon qui vient, un acteur fétiche de Jeunet qui vient présenter des délicatessens et qui nous fait même aussi une lecture de Rabelais. Rabelais, Fontenay oblige et À table oblige. C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. L'actualité vendéenne revient dès lundi matin à 7h en direct dans la matinale avec François Pérez. Je vous souhaite un excellent week-end.